Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous êtes déterminés à poursuivre cette nouvelle campagne de Bois Calais. C'est notre dernier espoir. C'est notre outil le plus fidèle, tel que nous allons le voir à travers l'émission. C'est une semaine remplie en actualité géopolitique, en actualité internationale. Le Canada qui continue à jouer son rôle de bon cop et qui laisse le rôle de bad cop aux États-Unis, à la République dominicaine, à la France. Ne nous y trompons pas, le Canada, c'est un État hypocrite. Quand vous êtes arrêté par deux policiers, il y en a toujours un qui va jouer le rôle de bon cop, qui va tenter d'être gentil avec vous, qui va vous offrir quelque chose à manger, qui va vous dire si vous répondez bien à ma question, je vous permettrai de parler à votre blonde, de parler à votre chum, je ne vous garderai pas longtemps. Il y en a un autre qui va jouer le rôle de bad cop, qui lui va tenter de vous agresser, qui va tenter de vous intimider, mais ne nous y trompons pas. Les deux policiers, qu'ils se fassent passer pour le bon cop, le bon policier, ou le bad cop, le mauvais policier, les deux ont précisément le même objectif, vous soutirer des informations pour qu'au final, ils puissent vous accuser. Ils sont tous les deux. Ils font le même travail, ils ont le même objectif, c'est leur méthode qui diffère. La méthode du Canada diffère, le Canada veut vendre une fausse image de lui-même, le pays bon chic, bon genre, le pays des droits de l'homme, le pays qui respecte la dignité humaine, le pays qui a de bonnes valeurs, d'où le mythe de valeurs canadiennes, c'est une légende urbaine. Le Canada n'a pas de meilleure valeur qu'un autre pays. C'est de la foutaise que tout cela.
Il y a un autre policier, je viens de le dire, qui lui va jouer son rôle de bad cop. C'est l'intimidateur, c'est celui qui vous effraie, c'est celui qui vous donne l'impression que lui, il plaisante pas. Au fait, par ce jeu de bon cop, bad cop, le bad cop est tout simplement en train de vous envoyer dans les bras du bon cop, du good cop. Mais les infos que le bon cop va recueillir de vous, il va les refiler au bad cop et les deux vont vous accuser devant monsieur le juge. En réalité, ni le bad cop, ni le bon cop ne sont votre ami, ne sont vos amis. Vous devez vous faire une idée claire de ce jeu de larron qui se déroule entre, d'une part, le Canada qui sanctionne, pour faire croire aux Haïtiens que c'est un pays des droits de l'homme, que c'est un pays qui respecte le peuple haïtien, que c'est un pays qui collabore, qui veut le bien-être du peuple haïtien. Foutaise que tout cela, c'est le même Canada qui, en 2003, avait lancé l'initiative d'Ottawa sur Haïti, qui consistait ni plus ni moins à renverser un gouvernement légitimement élu par le peuple haïtien, un gouvernement démocratique. C'est le Canada qui a lancé l'initiative d'Ottawa sur Haïti de manière à ravir au peuple haïtien son destin politique, en sorte que 20 ans plus tard, de 7000 élus que nous avions il y a 20 ans, par la faute du Canada, nous avons 0 élu aujourd'hui. C'est aussi le Canada qui choisit comme interlocuteur un assassin en la personne d'Ariel Henry, le même Canada qui refuse de parler à qui que ce soit d'autre, qui refuse d'avoir à la tête, n'est-ce pas, d'Haïti, personne d'autre qu'Ariel Henry. Ariel Henry, sur la tête duquel reposent de sérieux soupçons dans ce complot qui s'est soldé par l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est ce même Canada qui vous dit « Ah, mais vous savez, si je ne peux pas intervenir, c'est par la faute de la Russie et de la Chine parce que ces deux pays-là ont un droit de veto au sein du Conseil de sécurité. » Vraiment. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la structure du Conseil de sécurité est la même qu'aujourd'hui. Les 5 pays qui sont membres, n'est-ce pas, permanents du Conseil de sécurité, tous ces pays-là ont un droit de veto. Et il y a un jeu. N'est-ce pas, un jeu adversatif, il y a un jeu géopolitique entre ces puissances-là. Chacun va approuver ou rejeter en fonction de ses intérêts, chacun de ces pays-là, telle proposition qui est soumise au Conseil de sécurité. Donc le Canada savait que s'agissant de l'invasion d'Haïti, la Chine et la Russie s'y opposeraient. Pas parce que la Chine et la Russie sont des pays angéliques, pas parce que la Chine et la Russie sont des pays parfaits, mais non, c'est parce que la Chine et la Russie ont intérêt à mal faire paraître les États-Unis dans le dossier d'Haïti et qui ne le déméritent pas, remarquez bien. Alors tout à coup, la très incapable Mélanie Joly, elle est incapable. En sortant, c'est pas une grande doctrinaire ni une grande idéologue en matière de doctrine étrangère, en matière de politique étrangère pour le Canada. Eh bien, cette Mélanie Joly s'est précipitée devant la presse canadienne cette semaine pour dire si le Canada ne fait rien pour Haïti, c'est parce que le Canada a les mains liées par la Russie et la Chine au sein du Conseil de sécurité. Mélanie Joly. Et comme si cela ne suffisait pas, eh bien, le comité parlementaire du Canada a fait paraître cette semaine son rapport définitif qu'il a remis au gouvernement de Justin Trudeau, gouvernement minoritaire, et que dit ce rapport? Le comité parlementaire ne recommande pas à Justin Trudeau de dépêcher des troupes militaires en Haïti. C'était écrit dans le ciel. C'était écrit dans le ciel que le Canada n'allait pas y aller. Au fait, je ne m'en réjouis pas. Rien à foutre. Puisque je vous l'avais toujours dit qu'il ne faut pas que ces pays malveillants, dotés de leur armée de pédophiles, de leur armée raciste, de leur armée porteuse de choléra et de sida et de que sais-je encore, il ne faut pas que ces armées-là mettent le pied chez nous.
Alors que le comité parlementaire recommande à Justin Trudeau, qui continue de jouer son rôle de bon cop, de ne pas envoyer de militaires canadiens en Haïti, mais grand bien leur soit à ces Canadiens-là. De toute manière, l'armée canadienne ne serait pas allée en Haïti pour nous aider, nous. Et je vais vous en faire la démonstration. Alors, que le Canada refuse d'y aller, la véritable raison de cela, eh bien, c'est un ancien ambassadeur du Canada à Port-au-Prince qui nous l'a dit, cette raison-là. Écoutez bien, c'est une raison raciste. Cet ancien ambassadeur du Canada accrédité à Port-au-Prince, dans une entrevue accordée à une grande chaîne de télé et reprise d'ailleurs par des journaux, eh bien cet ancien ambassadeur a dit, écoutez, ce n'est pas vrai que le Canada enverra un soldat mourir aux mains d'un bandit en Haïti. Mais retenez bien, c'est un ancien ambassadeur qui parle. Quel est le rôle d'un soldat? Le rôle d'un soldat, c'est de défendre et ultimement, mourir fait partie du métier du soldat. Imaginez un pompier qui dit, écoutez, moi, je ne veux pas mourir dans le feu. Ben, t'es pas pompier, mon homme, parce que si t'es pompier, il fait partie, cela fait partie de ta réalité que de mourir dans le feu. Eh bien, voilà un ambassadeur, un ancien ambassadeur du Canada accrédité à Port-au-Prince qui a dit, écoutez, ce n'est pas vrai que le Canada va envoyer un soldat mourir aux mains d'un bandit en Haïti. Qu'est-ce que vous devez décoder? On ne va pas envoyer un soldat blanc mourir aux mains d'un nègre en Haïti pour un peuple de nègres. Et puisque c'est un diplomate qui parle, le vouloir dire d'un diplomate réside toujours dans ce qu'il ne dit pas. Le Canada serait prêt à envoyer un soldat mourir dans un pays de blancs en Ukraine. Le Canada serait prêt à dépenser beaucoup d'argent pour soutenir un pays de blancs aux yeux bleus, mais pas pour un pays nègre. D'autant que ce qui se fait là en Haïti correspond à la mission inavouable du Canada, déstabiliser Haïti pour en faire un no man's land, de telle sorte que le destin politique de ce peuple-là continue de lui échapper. Donc pour quelques petits bourgeois, vous savez, pour quelques réactionnaires de la classe moyenne qui, à défaut de faire pression sur l'équipe de PHTK pour la porter à démissionner, comptaient sur le blanc malveillant pour venir envahir Haïti, eh bien, la messe est dite. Je n'en pleure pas. J'avais toujours dit que le Canada n'entrerait pas. J'avais dit que le Canada ne doit pas y entrer. Vous vous souvenez, vous n'avez qu'à regarder mes anciennes émissions, mais pour quelques personnes de la petite bourgeoisie, quelques personnes de la classe moyenne réactionnaire, qui, pour beaucoup d'entre eux, ont pris langue avec le pouvoir PHTK. Moi, j'ai encore à la mémoire les paroles de certains membres de la classe moyenne réactionnaire d'Haïti qui disaient « quittez ce pays mâché ». Quand on tentait d'alerter la population haïtienne sur les méfaits, sur les détournements de fonds, sur les forfaitures, sur les crimes du pouvoir PHTK, ces mêmes gens de la classe moyenne disaient « quittez ce pays mâché ». Parce que Laurent Lamotte leur faisait croire, et ils acceptaient bien d'y croire, que Haiti is open for business. Donc Haïti était ouverte aux affaires. Mais à quelles affaires Haïti était-elle ouverte? Haïti vendait tout simplement ses ressources minières, les ressources de son sous-sol, à une compagnie étrangère qui appartient à feu le frère de Hillary Clinton, la femme du très détestable et non moins détestable elle-même, Bill Clinton. Eh bien, ces gens-là disaient quitter ce pays mâché. Ils n'ont jamais adressé aucun reproche à l'équipe de PHTK. Or, aujourd'hui que cette même équipe de PHTK et les oligarques ont armé des jeunes désœuvrés en Haïti, qui sont mieux armés, qui sont plus armés, qui sont mieux entraînés que notre propre police, et que ces gens-là sont obligés désormais de déguerpir d'Haïti, qui sont obligés d'abandonner, n'est-ce pas, leur résidence qu'ils ont construite bloc par bloc, n'est-ce pas, sur 20 ans, sur 30 ans, tout à coup,
Leurs yeux s'ouvrent et quel est leur recours? Le blanc. Le blanc. Ah, il faut que le blanc vienne. Hein, vous les avez entendus, n'est-ce pas? Ces gens dans les médias, on les a lus, n'est-ce pas, dans des journaux. Cette petite bourgeoisie, cette classe moyenne réactionnaire qui, plutôt que de s'impliquer politiquement, plutôt que de s'engager, de se mobiliser, de s'allier avec la population pour renverser le gouvernement, n'est-ce pas, PHTKiste ou voleur ou kleptomane ou kleptocrate d'Ariel Henry, eh bien, cette classe de réactionnaires, cette petite bourgeoisie, avait demandé aux Blancs d'envahir Haïti. Le fait est que le Blanc ne veut pas prendre le risque d'envoyer un soldat mourir. On le comprend, Justin Trudeau est à la tête d'un gouvernement minoritaire fragile. Il suffirait qu'un seul soldat canadien retourne sur le sol canadien, retourne d'Haïti sur le sol canadien dans un cercueil pour qu'il y ait un vote de censure contre Justin Trudeau et qu'il perde, n'est-ce pas, son pouvoir. Vous pensez vraiment que Justin Trudeau risquerait son pouvoir pour un pays de nègres où des nègres sont en train de s'entre-déchirer par la faute du patron véritable de Justin Trudeau, c'est-à-dire le département d'État? Car c'est un jeu de bon cop, bad cop. Le département d'État, n'est-ce pas, n'est pas pour rien dans ce qui se passe là en Haïti. Imaginons, les amis, plus de 600 000 armes de guerre qui sont aux mains de jeunes désœuvrés en Haïti. 600 000 armes de guerre qui, selon le rapport même des Nations Unies, provient des États-Unis. Trouvez l'erreur. Les États-Unis, c'est le pays disposant des meilleures technologies de détection, les meilleures technologies de, si vous voulez, de cueillette d'informations. Les États-Unis n'ont jamais levé le petit doigt. Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais, n'est-ce pas, signalé quoi que ce soit de mal dans le fait que des armes de guerre laissent leur territoire vers Haïti. Mais ils s'en foutent. Pour quelle raison? C'est Donald Trump qui nous l'a dit. Donald Trump nous l'a dit de cette raison-là. Dans une entrevue, vous savez, Donald Trump, c'est un loose cannon. Hein? Pas parce qu'il est un bon gars, mais c'est parce que lui, il parle sans filtre. Sans filtre. Il a dit, écoutez, le but d'une certaine frange de l'élite économique, le but d'une certaine frange de l'élite politique des États-Unis pour Haïti, c'est de vider Haïti des Haïtiens, c'est de faire en sorte que de larges portions de ce pays soient achetées par des gens d'affaires étrangers et que finalement, comme je vous l'avais dit, Haïti devienne une espèce de, n'est-ce pas, no man's land où les Clinton, n'est-ce pas, détiennent des intérêts. D'ailleurs, les Clinton sont en train d'acheter des portions de terre partout. C'est ça le but. Donc, le département d'État, n'est-ce pas, animé par une certaine élite économique, une certaine élite politique américaine, laisse entrer des armes en Haïti pour faire fuir la classe moyenne, pour faire déguerpir, n'est-ce pas, la majorité des Haïtiens. Entre-temps, tandis que vous quittez Haïti, tandis que vous ne savez plus à quel saint vous vouez, les Clinton de ce monde et d'autres salopards de ce monde sont en train de mettre en pratique leur théorie de capitalisme du désastre. Ils provoquent le désastre chez nous pour qu'on quitte notre territoire, et tandis que nous, on quitte, eux achètent. Et à un moment donné, lorsqu'ils auront tout acheté, lorsqu'ils auront acheté à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant, des zones qui sont bordées de plages, des zones dont le sous-sol, n'est-ce pas, est garni de ressources minières, etc., ils vont dire au ISO, ils vont dire au Vitellum, ils vont dire, n'est-ce pas, à Chrysler, tous ces jeunes-là qui sont armés précisément par les oligarques haïtiens, tous ces jeunes-là qui sont armés précisément par les politiciens haïtiens, mais avec la complicité des États-Unis d'Amérique, lorsque les Clinton de ce monde auront tout acheté, ils vont dire à ISO, ils vont dire à Vitellum, la récréation est terminée. Et ils vont mourir comme des chiens, de même qu'on a assassiné, n'est-ce pas, il y a quelques années, le très détestable Arnel Joseph. Donc vous aurez compris que ce qui se passe là,
Ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel. Vous vous souvenez de ma formule? On appelle ça de l'ingénierie sociale. On est en train, n'est-ce pas, de nous conditionner de manière à croire qu'Haïti devienne invivable, qu'on déguerpisse par toutes sortes de moyens, qu'on aille chercher un visa étudiant, qu'on aille chercher le fameux visa Biden, qu'on quitte à destination du Chili ou du Brésil. Entre-temps, les Clinton de ce monde, les gens d'affaires, vont continuer à acheter. Et ils vont acheter pour une bouchée de pain. Et à un moment donné, ils vont dire, la récréation est finie, Haïti redevient un pays stable, sauf que ce territoire-là aura appartenu à des intérêts internationaux où vont pousser comme du champignon des resorts, des hôtels, n'est-ce pas, des maisons de villégiature que vous et moi ne pourrons pas nous payer. Haïti n'existera alors que de nom. Donc, la messe est dite. Les petits bourgeois, les réactionnaires de la classe moyenne qui invitaient les pyromanes du Canada, les pyromanes des États-Unis, les pyromanes de la France à venir éteindre le feu qu'ils ont eux-mêmes créé. Alors j'espère que ces petits bourgeois-là, j'espère que ces réactionnaires de la classe moyenne ont enfin compris que le Canada et les États-Unis jouaient tout simplement un jeu de bon cop, bad cop. Opération Grâce pour Haïti, le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance qu'a frappé peuple conscience aujourd'hui pour une pote collée dans la renaissance de la nation haïtienne. Plan d'action, c'est un projet jardin agriculture dans 7 départements géographiques pays, ouest, centre, Atibonite, nord, Nip, sud, sud-est. 7300 citoyens capables de bénéficier d'une activité rentable. Projet a coûté 52 millions de gourdes, équivalent à 425 000 $ US. Participation par an, c'est by $1 par semaine, soit 52 $ par année, avec participation 1 million haïtiens, font ça capable de récolter pour la réussite de ce projet. Ça a un véritable cadeau pour 219e anniversaire d'indépendance pays d'Haïti. Pour participer activement au projet SILA, on soit bas contribution Paul, il est 908 560 2017. 908 560 2017. Ou capable de visiter tout site internet Opération Grâce for Haiti.us. Opération Grâce for Haiti.us. Ou capable de contribution online. Cela va sans dire, mes chers compatriotes, que nous sommes pris dans une souricière à 4 niveaux, à 4 étages. Nos ennemis sont nombreux, nos ennemis sont puissants, nos ennemis sont riches, ils ont les bras longs, ils ont des alliés puissants, ils ont des alliés internationaux. Ce qui se passe là en Haïti n'est pas quelque chose de simple. Il ne faut pas penser que ce qui se passe là en Haïti est un simple problème de banditisme, c'est un simple problème de gangstérisation. Au fait, ce qui se passe là en Haïti répond de la nouvelle tactique des pays impérialistes de déstabilisation des États de manière à faire main basse sur leurs ressources. Quand vous pensez à l'Haïti d'aujourd'hui, pensez à ce que ces mêmes pays-là ont fait dans la Libye de Kadhafi. Ils ont commencé par soulever une population contre Kadhafi, ils l'ont assassiné, l'ayant assassiné, ils ont émietté le territoire, et désormais ces mêmes pays-là, les entreprises de ces pays-là, j'entends des entreprises françaises en particulier, font main basse sur les ressources pétrolières du peuple libyen en contournant l'État libyen et en négociant avec tel seigneur de guerre parce que désormais c'est un pays livré aux groupes terroristes. Les Français ont tenté de faire la même chose au Mali. Heureusement, pour les Maliens, il y avait
un certain colonel Goïta qui a chassé les Français et qui a repris le destin politique du Mali. Ce qui se passe là en Haïti, c'est une reprise à plus basse échelle de ce qui s'est passé en Irak. Ils ont inventé un casus belli, ils ont inventé un prétexte d'armes de destruction massive qu'aurait fabriqué, n'est-ce pas, l'État irakien de Saddam Hussein. Ils ont envahi son territoire, ils ont démobilisé l'armée, ils ont livré ce pays à des groupes terroristes. Comme ça, ils peuvent négocier plus facilement l'achat et la vente de leur pétrole. Cela, ils l'ont déjà fait en Arabie Saoudite. L'Empire britannique l'a déjà fait en Arabie Saoudite pour pouvoir faire main basse sur le pétrole des Saoudiens. Et donc, ce qu'on voit en Haïti participe de cette même tactique de déstabilisation d'un État. On l'affaiblit, cet État. On affaiblit ses institutions. On livre son territoire à des bandits armés. Les armes viennent toujours des mêmes endroits parce que ce sont les mêmes pays qui fabriquent des armes. Et entre-temps, on achète des bouts de territoire. On cible des endroits où il y a des ressources, et vous allez voir, les étrangers, les compagnies étrangères vont tout à coup s'intéresser à ce territoire-là. Je vous le donne en mille. Je vous le donne en mille. Là, on se dit les vraies affaires ce matin. Il y a 2 ou 3 mois, le Canada avait annoncé avec tambour et trompette qu'il enverrait son avion Aurora recueillir des informations. L'avion est effectivement allé en Haïti, il a passé un certain nombre de jours, et au terme de certain nombre de jours, et la ministre des Forces armées, la ministre, n'est-ce pas, fédérale, et le fié menteur, ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, ont tous les deux dit « mission accomplie ». Ils ont dit, écoutez, nous avons recueilli toutes les informations dont nous avions besoin et nous serions désormais prêts à perturber le travail des bandits. Nous sommes presque 2 mois plus tard. En quoi le travail, en quoi les bases œuvres d'Iso, en quoi le travail de Timakak, en quoi le travail de Chrysla, en quoi le travail de tous ces salauds-là a-t-il été perturbé? En rien. Il faut donc comprendre que l'avion du Canada, l'avion militaire du Canada, Aurora, a été là pour recueillir d'autres types d'informations. 2 ou 3 semaines plus tard, le Canada y est allé d'une autre annonce. Nous allons envoyer 2 bateaux de la Marine royale canadienne de manière à perturber le travail des bandits et pour recueillir des informations. Les 2 bateaux sont allés effectivement dans nos eaux territoriales et après 1 semaine ou environ, le bateau est rentré dans les eaux canadiennes avec la même phrase, n'est-ce pas sibylline, mission accomplie. Mais quelle mission ces bateaux-là ont-ils accompli, sinon que de recueillir des informations sur nos ressources maritimes? Les amis, ne soyons pas naïfs vis-à-vis du Canada, ne soyons pas naïfs vis-à-vis des États-Unis, ne soyons pas naïfs vis-à-vis, n'est-ce pas, de la France. Nous sommes à une ère de virage énergétique. Ces mêmes pays voleurs de toujours, ces pays européens chrétiens, veulent tout avoir sans payer. Et la meilleure façon de tout avoir sans payer, c'est de s'assurer de déstabiliser un territoire, de terroriser la population, d'y installer des États et des institutions faibles, de manière à y envoyer leurs compagnies étrangères, leurs entreprises, qui vont acheter pour une bouchée de pain, qui vont louer pour 100 ans des endroits où, comme par hasard, se trouvent nos ressources les plus chères. Donc, nous sommes pris dans une souricière. Et je vous ai parlé d'une souricière à 4 niveaux. Regardons donc les 4 niveaux de cette souricière. Niveau 1,
vous avez les ISO, vous avez les Vitellum, vous avez les Chrysler. Ça veut dire des jeunes désœuvrés, entre les mains desquels on a placé des armes de guerre lourdes. Dans sa panique, dimanche dernier, Vitellum, l'un de ces bandits, entre les mains desquels Bidjo a placé des armes lourdes, il est allé d'une vidéo. Lorsqu'il a vu arriver le Bois-Calais et qu'il a vu la réaction de la population vis-à-vis de ces bandits-là, et moi j'appelle ça une justice réactive et une justice préventive, mais justice quand même, il n'y a pas de vengeance là. Il y a de la légitime défense qui est reconnue, n'est-ce pas, par tous les arsenaux législatifs du monde, qui est reconnu par tous les arsenaux législatifs, même en matière de droit international. Eh bien, lorsque Vitellum a vu monter cette vague de Bois-Calais, dans sa panique, il a fait une vidéo pour reconnaître qu'il a fait du tort au peuple haïtien. Il a dit au peuple haïtien, je sais que je vous ai fait souffrir, mais je ne suis pas seul là-dedans. Il a dit avec raison, moi, je ne suis pas allé acheter des armes aux États-Unis. Moi, je suis sur mon fief, j'ai des armes, je n'en manque jamais, j'ai des munitions, je n'en manque jamais. Mais posez-vous la question, quels sont ceux qui disposent de suffisamment de contacts? Quels sont ceux qui disposent, n'est-ce pas, de passe-droit? Quels sont ceux qui disposent de passeports au sens premier du terme pour faire passer des armes depuis les États-Unis, à les faire rentrer en Haïti et pour me les mettre entre les mains? Je ne redoute pas, a-t-il ajouté, le Bois-Calais, mais ce serait injuste que le Bois-Calais ne nous soit infligé à nous du premier niveau, et il a raison. Il demeure un criminel qui doit lui aussi subir le Bois-Calais, mais il a raison. C'est pas lui qui est allé acheter les armes aux États-Unis. C'est pas lui qui est allé négocier avec des fabricants d'armes aux États-Unis. C'est pas lui qui dispose d'immunité de la part de la Homeland Security pour faire laisser les armes, au territoire, pour faire laisser le territoire américain aux armes achetées pour les acheminer jusqu'en Haïti. Ce n'est pas lui qui les a achetées. Mon ami J'Afrique Haïti, dans une formule lapidaire dont lui seul a le secret, il a dit « Il n'y a pas d'ISO sans Bidjo ». ISO, c'est l'un des criminels, c'est l'un des jeunes désœuvrés entre les mains desquels on place des armes. Et Bidjo, c'est l'un des oligarques les plus puissants d'Haïti, sinon des Caraïbes, mais c'est un corrompu, un corrupteur jusqu'à l'os, qui ne se contente pas de corrompre des politiciens en Haïti, mais qui va jusqu'à corrompre des sénateurs aux États-Unis. Lui, il fait ce qu'il veut aux États-Unis, il fait ce qu'il veut dans les Caraïbes, il fait ce qu'il veut en République dominicaine, il fait ce qu'il veut en Haïti. Et donc, il n'y aurait pas d'ISO sans Bidjo, Bidjo qui achète des armes, Bidjo qui les fait entrer dans son propre port en Haïti et qui finalement les met aux mains d'ISO. Il n'y aurait pas de Tilapli, il n'y aurait pas de Chrysler, il n'y aurait pas, n'est-ce pas, de Vitellum sans Bossan. C'est un autre oligarque qui a les bras assez longs pour négocier l'achat d'armes, n'est-ce pas, à l'étranger, pour les placer aux mains des jeunes. Il n'y aurait pas de bandits armés sans Reynald Dib. Donc il y a ce premier niveau. Ce premier niveau dans cette souricière à 4 étages. Ce sont les jeunes entre les mains desquels on place des armes. Oui, ce sont des bandits, oui, ce sont des criminels. On ne va pas les prendre pour des saints. Mais ils sont des criminels seulement au premier niveau. Donc, puisqu'ils reçoivent des armes sans laisser le territoire, puisqu'ils reçoivent des armes sans laisser leur fief, il faut aller au deuxième niveau. Aller voir ceux et celles qui achètent des armes aux États-Unis, qui les font entrer en Haïti et qui les placent aux mains de ces gens-là. Chers amis, rendez-moi fou ou sage. Quelqu'un qui peut acheter des armes en quantité pour faire laisser le territoire américain à ces armes-là, doit disposer soit de permis pour cela, ou disposer de passe-droit pour faire passer ces armes-là en dessous du radar de la Homeland Security. Parce que nous sommes désormais sur le terrain d'un trafic transnational.
Nous sommes sur le terrain d'un crime transnational. Or, ne joue pas sur le terrain des crimes transnationaux qui veut. C'est un terrain de, si vous voulez, c'est un terrain de ligue majeure. Il faut être un grand joueur. Il faut avoir du fric, il faut avoir des contacts, n'est-ce pas, dans le secteur politique. Il faut avoir des contacts dans le secteur financier. Il faut avoir des contacts auprès de ces fabricants-là. On n'a jamais entendu, pas une seule fois, un seul gros nom de trafiquants d'armes se faire arrêter par la Homeland Security, par la CIA, par le FBI, pour tentative, n'est-ce pas, de faire entrer des armes américaines sur le territoire haïtien. Personne. Or, si ce deuxième niveau criminel peut acheter des armes, les faire entrer jusqu'en Haïti, c'est que ce deuxième niveau de criminel dispose de passe-droit aux États-Unis. Que ce soit des gens du secteur privé, l'oligarchie, les Bidjo, les Bossan, les Reynoldib, ou des gens du secteur politique. On connaît le nom de Michel Martelly. Timakak, ou avant Timakak, n'est-ce pas, Arnel Joseph, avant de se faire assassiner par le même pouvoir PHTK, avait eu le temps d'enregistrer un audio dans lequel il disait que Michel Martelly l'appelait personnellement pour lui demander à lui d'aller assurer la sécurité de ses résidences à plusieurs millions en Haïti quand il y a soulèvement. Arnel Joseph parlait régulièrement à divers premiers ministres comme Henri Séan, comme, n'est-ce pas, à d'autres chefs de l'État haïtien. Pensez au sénateur Gracia Delva. Et donc, pour que ces gens-là puissent trouver des armes au premier niveau, il y a des criminels du deuxième niveau qui, eux, disposent d'une couverture officielle d'hommes d'affaires, disposent d'une couverture officielle d'hommes d'État haïtiens pour faire rentrer ces armes-là. Je l'ai dit dimanche dernier, peuple haïtien, dans chacune de nos régions, dans chacun de nos départements, dans chacune de nos villes, dans chacune de nos communes, dans chacun de nos bourgs, nous savons qui fait entrer des armes chez nous. Ce serait dommage qu'on commence à punir les gens du premier niveau sans qu'on lève les yeux pour punir aussi les gens du deuxième niveau, car il n'y aurait pas d'Iso sans Bidjo, il n'y aurait pas de Tilapli sans Bossan, il n'y aurait pas de Vitellum sans, n'est-ce pas, d'autres barons du secteur des affaires ou des barons du secteur politique. Dans cette souricière à 4 niveaux, il y a l'État haïtien, 3e niveau. Vous savez, depuis 2004, les douanes haïtiennes sont sous le contrôle du secteur privé. On va dire telle douane va être sous le contrôle, la douane de Port-au-Prince va être sous le contrôle de Dib, Reynoldib, la douane du Cap va être sous le contrôle de tel autre, la douane de Saint-Marc va être sous le contrôle de tel autre, la douane des Gonaïves. Les armes qui entrent en Haïti passent par nos douanes. Et ce n'est pas pour rien que les gens du secteur privé prennent le contrôle de ces douanes-là. Mais ces gens-là prennent le contrôle de ces douanes-là avec le consentement de l'État haïtien. En sorte que l'État haïtien du PHTK, l'État haïtien d'Ariel Henry actuel, est coupable aussi. Il est coupable de complicité. Il ferme les yeux. Il se laisse, n'est-ce pas, lier les mains par le secteur privé. Dans quel pays, les amis, un gouvernement aurait laissé le contrôle de ses ports, aurait laissé le contrôle de ses douanes à des gens du secteur privé? S'il le fait, l'État haïtien, c'est qu'il y trouve son compte. L'État haïtien a signé ce type d'accord, a signé ce type de contrat avec le secteur privé. Faites en sorte que je reste au pouvoir et faites ce que vous voulez avec nos douanes. Faites en sorte que je reste au pouvoir, faites entrer ce que vous voulez dans nos douanes. Alors, le secteur privé, n'est-ce pas, fait envahir le territoire haïtien d'armes de guerre. Une certaine frange du secteur politique fait envahir le territoire haïtien par des armes de guerre. Et entre-temps,
l'État haïtien le gouvernement peut rester au pouvoir. Et enfin, il y a ce quatrième niveau dans cette souricière, comptant au peuple haïtien, c'est le niveau international, je l'ai dit. Le trafic d'armes relève de crimes transnationaux. Et normalement, puisqu'Haïti ne fabrique pas d'armes, Haïti n'importe pas d'armes, il y a encore un embargo sur des armes de guerre sur l'État haïtien. Et pourtant, le territoire haïtien est inondé d'armes de guerre. Les États-Unis sont coupables. Et les services de renseignement du Canada sont au courant du fait que ces armes-là viennent des États-Unis. Avez-vous jamais entendu Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada, condamner les États-Unis? Avez-vous jamais entendu Justin Trudeau condamner les États-Unis? Avez-vous jamais entendu l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince condamner les États-Unis du fait qu'ils laissent passer des armes de guerre vers Haïti? Non, c'est une souricière internationale. Nous sommes à une ère de virage énergétique. Les pays voleurs, les pays impérialistes vont voler plus que jamais. Ils veulent tout avoir sans payer. Et puisqu'Haïti, n'est-ce pas, regorge de ressources, puisqu'Haïti est bien positionné, géographiquement, on va déstabiliser ce pays-là. On va faire en sorte qu'il soit un enfer pour sa population, que ce pays soit vidé de sa population, et entre-temps, nous, on va acheter ce territoire-là. Voilà la souricière dans laquelle nous sommes pris. Et vous savez quoi, peuple haïtien? Pour nous défendre, nous n'avons pas d'État. Pour nous défendre, nous n'avons pas suffisamment de policiers. Pour nous défendre, nous n'avons pas d'élite intellectuelle. Pour nous défendre, nous n'avons pas d'élite politique. Pour nous défendre, nous n'avons pas de médias. Pour nous défendre, nous n'avons pas de secteur privé. Pour nous défendre, et à travers toute l'histoire, nous n'avons que notre machette. Notre machette est la seule arme qui nous soit toujours fidèle. Ne laissons personne nous prendre cette arme.